vous asseoir. Good morning. Bonjour. Espérons que le climat sera plus paisible qu'hier. Peut-on considérer que le bureau du procureur a terminé son interrogatoire, même si ça a été un peu abrupt? Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, il nous reste 2 ou 3 questions pour pouvoir terminer en toute sérénité. Ça devrait prendre 5 minutes. Le juge-président, 5 minutes, très bien. La parole est au bureau du procureur. Une chose, pour faire en sorte que l'ordre règne, j'exhorte les 2 équipes à faire en sorte que seul le responsable de l'interrogatoire, celui chargé d'interroger le témoin, et je m'adresse plus particulièrement à la défense de M. Blégoudet, seul le responsable de l'interrogatoire se lève. Hier, nous avons eu 1 ou 2 personnes qui se levaient, parfois même en même temps, ce qui a semé un peu la confusion. Je demanderai donc aux équipes de bien vouloir faire en sorte que seule la personne chargée de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire soit celle qui se lève. Je vous en remercie. La parole est au bureau du procureur. Monsieur MacDonald, je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais terminer sur le sujet de votre signature. Hier, le bureau du procureur, dans ses questions, est revenu sur la pièce 0044 0019 qui vous avait été montrée dans votre 2e entretien où il y a des faits qui avaient été questions posées à votre égard. Mon collègue a cité le passage hier lorsqu'il vous a questionné. Et je me rendais compte tout à l'heure pour la première fois que c'est moi-même qui vous avais posé ces questions au sujet de ce document, cette lettre à l'attention du ministre, qu'on pourrait peut-être afficher pour qu'on sache tous de quoi on parle, pardon. Alors, c'est le 0044 0019. Is it public? D'audience, c'est un document public. Monsieur MacDonald, ça n'est pas public. Donc, juste pour revenir, et encore une fois, je réfère à votre déclaration antérieure, Monsieur le témoin. Donc, le transcrit 0082-0245 et plus spécifiquement à la page 0251. Et je vais lire les lignes 189 à 200 à nouveau. Ligne 188, pour être plus précis. Alors, la question était la suivante. Vous reconnaissez ce document? Votre réponse? Oui, je l'ai signé. La question, c'est bien vous? Point d'interrogation. C'est bien votre signature? Point d'interrogation. Votre réponse? C'est ça. Question suivante. D'accord. Vous rappelez-vous, pour question très ouverte,
Et là, vous répondez « ouais ». Vous rappelez-vous du contexte de cette lettre? Point d'interrogation. Et là, vous répondez « quand vous m'excusez, hein, quand vous dites le contexte, je reconnais ». Et là, il y a un chevauchement de toute... Et là, vous continuez « je reconnais avoir écrit cela. Ça, pardon. » Fin de citation de votre réponse. Donc, Monsieur le témoin, ma question est la suivante. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit dans votre entretien, ce deuxième entretien avec le bureau du procureur, est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous êtes revenu sur cette réponse pour préciser que ce n'était pas votre signature? Je réponds clairement sous le sceau de mon serment. Nous n'avons jamais discuté de la signature. On a discuté du fond du document. Et vous m'avez demandé pourquoi je répondais au nom de FDS. J'ai dit que certainement que le ministre a dû me demander d'apporter des éclaircissements par rapport à ces documents. C'est ce que j'ai dû faire. Vous et moi, nous n'avons jamais discuté de signature. Écoutez bien ma question. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit, lors de cet entretien, deuxième entretien avec le bureau du procureur, est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous avez dit « ce n'est pas ma signature ». C'est ça ma question. Alors, je réponds à votre question. Ce document ne m'a été montré qu'une seule fois. Et à cette fois-là, nous n'avons parlé que du contenu du document. Est-ce qu'à quelque moment, et je vous pose la question pour une dernière fois, car Monsieur le Président, je ne crois pas que le témoin réponde à la question qui est posée, qui est une question bien précise, alors je demanderai peut-être votre assistance pour poser cette même question avec votre permission. Merci. Non. Le Président, c'est bien ce que je pensais. Vous ne répondez pas à la question du procureur. La question était, et sans regarder de côté vers la défense, regardez-moi. La question était, au cours de cette entrevue, est-ce qu'à un moment donné, au cours de cette rencontre, vous avez dit que ce n'était pas votre signature? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez parlé de la signature en disant que ça n'était pas la vôtre? Can you respond to this? Pouvez-vous répondre? J'ai dit non. Et je répète à votre permission que nous n'avons jamais parlé de signature, sauf du contenu du document. OK. Très bien, je vous remercie. Question. Par la suite, jusqu'au moment de venir témoigner ici la semaine dernière, est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous avez communiqué avec le bureau du procureur pour les informer qu'il ne s'agissait pas de votre signature qui avait été sur ce document? Non, regardez pas la défense. Non, je ne regarde pas la défense. Non. Monsieur. Non, je ne regarde pas la défense. Non. It's okay. C'est pas ma défense. Le Président, je vous en prie. Je vous en prie. J'ai déjà dit au témoin qu'il ne devait pas regarder du côté de l'équipe de la défense. Ce qu'il a fait à plusieurs fois depuis quelques jours.
Non, je veux terminer. Je sais que vous voulez répondre, mais laissez-le terminer son interrogatoire. Vous aurez la parole après. Je vais répéter ma question, Monsieur le témoin. Encore une fois, c'est une question simple et précise. Avant de venir témoigner ici la semaine dernière, est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous avez communiqué au bureau du procureur qu'il ne s'agissait pas de votre signature sur ce document qui est affiché à l'écran? Avant de venir témoigner, je n'ai pas eu de contact avec le bureau du procureur, sauf qu'on m'a accueilli et qu'on m'a installé dans un hôtel. Et finalement, la première fois que vous mentionnez qu'il ne s'agit pas de votre signature, c'est ici, lors de votre témoignage. C'est exact? C'est exact. Merci. Sorry, Your Honor, we're done with our questions. Monsieur McDonnell, nous avons terminé notre interrogatoire, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Maître Zokou. Monsieur le Président, je me suis levé parce que ce n'est pas pour porter un jugement sur la façon d'interroger de mon éminent confrère. Je n'ai aucune leçon à lui donner à cet égard. Mais hier, avant de partir, nous avions constaté de sa part une attitude non seulement méprisante, mais menaçante à l'égard du témoin. Nous sommes revenus ce matin, nous n'avons pas voulu revenir là-dessus et devant vous, il se permet à nouveau de s'adresser au témoin en mettant en cause celui-ci. Et j'estime que cette attitude n'est pas convenable, il ne lui appartient pas de faire la police des débats. I think that yesterday Le Président, je pense que la réaction du Collège des juges a été la bonne hier. Et ce matin, il ne faut pas revenir sur ce qui s'est passé hier, mais au contraire, continuer l'interrogatoire dans la sérénité. Le témoin est là, le témoin connaît son devoir, le témoin doit être traité avec respect par tout le monde, par le Collège des juges, par les parties, et c'est tout. Et c'est comme cela que je souhaite que nous procédions. Nous n'allons pas revenir sur ce qui s'est passé hier. Et si quelqu'un dépasse ce que je considère comme les limites, j'interviendrai. Je voudrais maintenant continuer. Monsieur Knoop, Maître Knoop, Monsieur le Président, une observation, Monsieur le Président. Nous regrettons que les juges aient fait la remarque en présence du témoin que le témoin de l'avis du juge président regardait du côté de la défense en répondant à la question. Cela laisse entendre peut-être que le témoin nous consulte. Je vous prie de m'excuser si j'ai mal compris votre remarque, mais pour que le collège reste neutre, le président, mais vous avez tout à fait mal compris. J'ai fait une remarque factuelle, car le témoin regardait dans cette direction-là. Je n'ai pas parlé de la défense qui n'était pas concernée. Maître Knoop, je vous remercie. Le président, je vais maintenant donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, qui va interroger le témoin.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Et bonjour à vous, Monsieur Cassaraté. Je suis Emmanuel Altit, l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vais vous poser des questions. Et, compte tenu du fait que vous nous avez déjà dit beaucoup, je serai reconnaissant d'y répondre de manière précise et concise. D'accord ? Alors on y va. Vous nous avez dit, à plusieurs reprises dans votre témoignage, que vous étiez en sous-effectif pendant toute la période. Vous vous souvenez ? Affirmatif. Et à une question du procureur, relative aux effectifs totaux de la gendarmerie, vous avez mentionné le chiffre de 17 000 hommes. Vous vous souvenez aussi ? Affirmatif. Alors, ma question, est-ce que ces 17 000 hommes étaient répartis sur tout le territoire qui était sous le contrôle du gouvernement ? Affirmatif. Ma question suivante est de savoir si cet effectif était théorique. C'est-à-dire, quel était le chiffre ou le nombre d'hommes effectivement mobilisables. Je comprends qu'il y avait 17 000 hommes théoriquement dans la gendarmerie, mais combien sur ces 17 000 étaient mobilisables réellement à cette époque-là? Merci beaucoup. Les effectifs mobilisables sont ordonnés par l'état-major qui dit, gendarmerie, donnez tant, police, donnez tant. C'est cela. Et maintenant, nous n'arrivons jamais à atteindre les effectifs que l'état-major nous demande à déployer sur le terrain, sous le contrôle du CCI. D'accord. Si l'on considère, si l'on prend que l'état-major voulait mobiliser tous les hommes possiblement mobilisables à ce moment-là, combien cela aurait-il fait d'hommes sur les 17 000? Je ne saurais le dire avec exactitude, mais comme je l'ai dit, il fallait dégager des effectifs tant pour les forces armées qui étaient au sud, pareil pour nos frères d'armes qui étaient au nord. Donc c'est de commun accord que les deux parties, sous le contrôle du CCI, arrêtent les effectifs à mettre sur le terrain. D'accord. Alors, je vais vous poser la question un peu différemment. On a un effectif global, vous avez dit 17 000, et d'ailleurs, au cours des débats, je crois que vous avez dit aussi le chiffre de 15 000 a été abordé. Je me trompe ? Non, ne vous trompez pas, sur le document, ce qui est apparu. D'accord. Alors, donc entre 15 000 et 17 000. Alors, posons la question comme ça. À une heure précise de la journée, disons au jour du second tour, pour se donner un repère temporel, mais pas ce jour-là en particulier, c'est juste pour savoir la période. À une heure précise de la journée, combien, sur tout le territoire sous le contrôle du gouvernement, combien de gendarmes étaient en service? Nous avons là deux situations. Il y a les effectifs demandés par l'état-major et puis il y a le travail normal des autres gendarmes qui sont sur le territoire national. Donc on ne prend pas tout le monde. Alors, j'ai été clair. Oui, oui. Mais si vous permettez, je précise dans le sens que vous dites. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse ici, c'est tous les gendarmes, c'est-à-dire ceux qui sont mobilisés pour des questions, pour des missions particulières, et aussi tous les gendarmes en service à une heure précise de la journée sur tout le territoire. Brigade, état-major, ceux qui font des missions ponctuelles, tous ceux qui sont en service. Combien peut-on avoir à cette époque de gendarmes en service en même temps au maximum? Alors, pour être peut-être plus précis encore,
Je suppose qu'il faut soustraire tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne peuvent pas venir pour une certaine raison. Je suppose aussi qu'il y a un roulement, c'est-à-dire peut-être que c'est 3 fois 8 heures dans la journée, donc on a un tiers des... Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de comprendre combien au maximum de gendarmes peuvent être en service à cette époque sur le territoire sous le contrôle gouvernemental. En fait, je n'ai pas donné un chiffre précis. Non. Mais, oui. Une approximation nous suffit, c'est pour avoir une idée. Pratiquement les 2 tiers. Les 2 tiers sont en service dans les brigades, dans les escadrons, sur toute l'étendue de la zone du pays qui était sous le contrôle gouvernemental. Donc, disons plus ou moins 8000 hommes, ça vous semble à peu près correct? Oui, maître. D'accord. Oh. 2/3 of 17,000 is not 8,000, I would think. Le président, 2 tiers de 17 000, ça ne fait pas 8 000. C'est du calcul, mais je ne suis pas doué pour les mathématiques. Exact, Monsieur le Président, c'est l'erreur de calcul. 10, 11. À peu près 10 000 hommes. Le président, 10, 11 000. Absolument. Monsieur le témoin, pour les besoins d'enregistrement, est-ce que vous pouvez confirmer que le chiffre est plutôt de l'ordre de 10 000 hommes? Affirmatif. Merci. Alors, ces 10 000 hommes sont censés s'occuper d'une population de combien d'habitants? On parle du territoire sous contrôle gouvernemental, dans son ensemble. Question difficile, mais la Côte d'Ivoire fait environ 20 millions, 22 millions d'habitants. Les 2 tiers du pays étant occupés, le tiers restant, on peut donc faire des mathématiques, je ne suis pas non plus mathématicien, mais je pense que sur le tiers restant, on peut diviser les 20 millions par 3 et puis trouver à quoi peut correspondre le tiers. En quoi que le tiers du pays est plus peuplé que le nord. C'est la zone économique. Et c'est bien pourquoi je vous pose la question, parce que même si nous ne sommes pas, et vous et moi, des mathématiciens de haut niveau, il y avait quand même beaucoup plus d'habitants au sud qu'au nord. Est-ce que c'est vrai? Je dois peut-être corriger ce que j'ai dit. Il y a plus une forte densité des populations au sud qu'au nord. Alors si on prend une approximation vraiment très inexacte, si je puis dire, ces 10 000 gendarmes dont on parle, ils doivent s'occuper de combien de millions de personnes? À peu près. Disons 10, 12, 15 millions. D'accord. Alors, par rapport aux normes internationales, est-ce que cela fait un très faible ratio? Affirmatif, un très faible ratio. Alors maintenant, si l'on prend la ville d'Abidjan elle-même et que l'on procède au même calcul que celui que l'on vient d'effectuer, c'est-à-dire on passe des effectifs théoriques aux effectifs réels, puis des effectifs réels aux hommes réellement en service, et réellement en service à une heure précise de la journée, c'est-à-dire déduction faite de ceux qui se reposent, de ceux qui ne sont pas dans le roulement. Combien a-t-on de gendarmes en service au même moment, à Abidjan même, à peu près, à l'époque? Pour être beaucoup plus proche de la réalité, il faut donc que je vous dise qu'à Abidjan, nous avons 5 escadrons. Sur la moyenne de 100 par escadron, ça fait déjà 500 personnes. Nous avions à peu près 5 ou 6 brigades. Une brigade à Bobo, Treichville, Yopougon,
commencé par courir pour Boué. Un effectif moyen de 20 à 50 gendarmes, si on multiplie, voilà à peu près le chiffre qu'on peut avoir. Le reste, c'est des administratifs. Alors, d'accord. Une question. Sur les 20 ou 50 gendarmes de la brigade, d'une brigade dont vous parlez, c'est ça, hein, vous avez dit 20 ou 50 gendarmes? Affirmatif. D'accord. Combien sont en service en même temps? J'imagine que s'il y a 40 gendarmes dans la brigade, il y en a qui se reposent, il y en a qui font... Bon, combien il y en a en même... À peu près, c'est quoi, 2 tiers aussi? 1 tiers? À la moitié? 2 tiers. 2 tiers. D'accord. Alors, si je comprends bien, et si je fais un rapide calcul, mais je peux naturellement me tromper, d'après ce que vous venez de nous dire, il y avait à peu près, quoi, 700, 800 gendarmes effectifs théoriques à Abidjan, pas plus, à l'époque? Affirmatif. Et pour vous répondre, dans l'armée, on fait toujours effectif théorique. Et comme vous l'avez si bien dit, effectif réalisé. En extrayant les malades, les gens qui sont en congé, les gens qui sont dans d'autres missions. D'accord. Donc si sur ce chiffre-là, on a dit, je crois, à l'instant, vous permettez que je vérifie, ce n'est pas encore marqué, mais je crois qu'on a dit 700-800, c'est ça? C'est cela. D'accord. Sur les 700-800, combien, au début de la crise, on parle du début de la crise pour que les choses soient claires, combien au début de la crise pouvaient être en service effectif au même moment, toujours les 2 tiers, si on reprend la même démarche? Oui, affirmatif. Quand il y a crise, on ordonne à tous nos éléments de rejoindre les unités et que ceux qui sont en permission rentrent en caserne. Ça, je comprends bien. Mais ma question, ça c'est bien noté, hein. Mais ma question, c'est, encore une fois, tout le monde ne peut pas être en service en même temps, puisqu'il y en a il y a un roulement. Effectif. D'accord. Donc, 2 tiers de 700-800. C'est ça? Affirmatif, maître. Alors, je vais faire un rapide calcul sous le contrôle du président. 2 tiers de 800, ça nous fait combien? Est-ce que c'est juste de dire que les effectifs réels étaient entre 500 et 600 personnes? On peut le dire. D'accord. Très bien. Alors, ces 500-600 personnes devaient s'occuper de combien d'habitants à Abidjan? À peu près, naturellement, à peu près. Abidjan fait environ 2 millions d'habitants. Mhm. Et la sécurité publique dépend et de la police, principalement, et secondairement de la gendarmerie. Parce que la ville appartient à la police. D'accord. Même question que tout à l'heure. Le ratio gendarmes-habitants était-il particulièrement faible comparé aux normes internationales? Affirmatif, très faible. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que vous étiez en sous-effectif que vous nous expliquiez que police et gendarmes et gendarmerie collaboraient le plus possible pour faire face aux besoins? Affirmatif. D'accord. Vous êtes devenu commandant supérieur de la gendarmerie en 2005, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que les effectifs de la gendarmerie sont restés les mêmes entre 2005 et le début de la crise en 2010? Pratiquement, c'est les mêmes effectifs, puisque nous faisions des recrutements annuels. D'accord. D'accord. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais pour que les choses soient claires, est-ce que vous pouvez nous rappeler plus ou moins, naturellement, je me doute que vous n'avez plus les chiffres précis en tête, les effectifs de chacune des légions, si on prend un repère temporel, au jour du second tour, mais ce n'est pas pour ce jour-là, c'est ça, disons au début de la crise, si vous préférez. Les légions n'ont pas les mêmes effectifs.
Les légions d'Abidjan sont plus étoffées en effectif. Les légions de l'intérieur le sont moins. D'accord. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas de véhicule pour accomplir vos missions. Vous vous souvenez de ça? Affirmatif. Est-ce que vous savez, même de manière approximative, quel était le nombre de véhicules à la disposition de la gendarmerie d'Abidjan au jour du second tour des élections présidentielles? Au niveau des brigades, il y en a 5 ou 6 ou 8. On peut compter un véhicule par brigade. Au niveau des escadrons, 2 ou 3 véhicules au maximum. Alors on va faire, si vous permettez, un calcul. Ça fait combien en tout, à peu près? Avec votre permission, donc je reprends. Nous avons une brigade à Nyama qui a un véhicule. La brigade à Bobo a un véhicule. La brigade routière d'Agba a un véhicule. La brigade de Trècheville a un véhicule. La brigade de Port-Bouy a un véhicule. La brigade de Koumassi a un véhicule. Ça fait en gros 6 véhicules. Les escadrons. L'escadron d'Aboboga avait un véhicule. Celui de Yopougon, un véhicule. L'escadron d'Agban avait un véhicule. Koumassi, je crois, 2 véhicules. Ça fait en gros 6-7 véhicules. D'accord, alors sauf erreur. Sauf erreur, et toujours sous le contrôle du président, ça nous fait 14 véhicules, n'est-ce pas? Affirmatif. D'accord. Alors, ces véhicules dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des voitures normales? Est-ce que ce sont des pick-up? Est-ce que ce sont des camions? Ou est-ce que ce sont des véhicules blindés? Nous avions donc en gros 3 types de véhicules. Excusez-moi, pour être précis, hein, ma question porte sur les 14 véhicules dont vous venez de parler. On verra après s'il y a d'autres véhicules. Ok, d'accord. C'est des véhicules normaux. On appelle ça Vélera. Les véhicules de transport de troupes et des bâchers ou pick-up. Donc, pour être clair, vous parlez ici, les 14 véhicules sont des pick-up, c'est ça? Non. Il y a des véhicules de transport de troupes. Une cabine et l'arrière. Et des bâchers, une cabine et derrière couvert avec une bâche. Can you please? Le président, ralentissez s'il vous plaît. Merci, merci. Les interprètes ont de la difficulté à vous suivre. D'accord. Donc ça, c'était tous les véhicules de la gendarmerie à Abidjan, disons, de la gendarmerie à Abidjan, à l'exception des véhicules blindés. Est-ce que c'est ça? Je pourrais ajouter, il faut y extraire les véhicules du commandement. Ceux qui font au bureau. Ils ont les véhicules pour aller au travail. Mais ce n'est pas des véhicules affectés aux opérations sur le terrain de sécurisation. D'accord. Et sur ces 14 véhicules, est-ce que ces 14 véhicules étaient tous en état de fonctionnement? Négatif. À Agba, on appelait ça le cimetière des véhicules. Parce que tout était en panne pratiquement. Donc il y en avait combien sur les 14 qui fonctionnaient à peu près normalement? Disons la moitié, 7 ou 8. D'accord. À ces véhicules, disons, normaux, il faut, je suppose, ajouter les véhicules blindés à la disposition de la gendarmerie. Est-ce que c'est ça? Affirmatif. Alors, ces véhicules blindés, combien étaient en état de fonctionnement au début de la crise à Abidjan? À peu près, si vous vous souvenez. Je crois que pas plus de 4. D'accord. À un moment,
dans votre témoignage, vous avez parlé, en répondant à une question du représentant de l'accusation, de véhicules bâchés, que vous avez d'ailleurs précisé être des pick-up, vous avez parlé de 7 véhicules qui vous auraient été offerts, ou qui auraient été offerts par à la gendarmerie. Et là, je vous pose la question parce que je n'ai pas tout à fait compris ce que vous disiez. Par des, si j'ai compris par des conseils régionaux. Affirmatif. Alors, première question. Par quels conseils régionaux? Nous avons reçu des véhicules, un véhicule du conseil régional d'Aboisseau, au sud-est d'Abidjan. Et ça fait l'objet de cérémonies d'attribution, en présence du préfet, sous-préfet, des juges. D'accord. Donc, si je comprends ce que vous me dites maintenant, vous avez reçu un véhicule sur les 7 ou vous avez reçu 7 véhicules? Non, ça, nous parlons des véhicules d'Abidjan, mais à l'intérieur, les conseils régionaux, les mairies et autres participent à l'effort de sécurisation. Et quand ils peuvent, ils donnent un véhicule à une brigade ou à un commissariat de police. Même maintenant, il le faut. D'accord, donc tout est clair. Donc, la gendarmerie à Abidjan a reçu un véhicule sur les 7 dont vous parliez, c'est ça? Non, c'est à Boisseau. Le conseil d'Aboisseau a donné un véhicule à la brigade de gendarmerie d'Aboisseau. Les autres véhicules sont des acquisitions de l'État qui a offert à la gendarmerie. D'accord. Donc, la gendarmerie d'Abidjan a-t-elle reçu un ou plusieurs de ces véhicules, de ces 7 véhicules, à un quelconque moment? D'Abidjan, hein? Non, ce sont des dotations normales qui ont été données à la gendarmerie, avant et pendant. D'accord. D'accord. Donc, pour bien comprendre, puisqu'il s'agit d'une dotation normale, ces véhicules dont vous parliez, les 7 véhicules, se sont inscrits dans le parc normal de la gendarmerie, et peut-être un ou deux de ces véhicules a-t-il été compté parmi les 14 véhicules d'Abidjan? Est-ce que c'est ça? C'est exact. Et vous pouvez nous confirmer qu'il s'agissait de pick-up? Une partie des pick-up, il y a une partie qui sont des véhicules de transport de troupes. Là, on appelle ça des VTT, des véhicules de transport de troupes. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez, on parle du début de la crise, des problèmes de carburant? Vous, à la gendarmerie, est-ce que vous disposiez de tout le carburant dont vous aviez besoin? Non. Avant et pendant, on n'a jamais eu le carburant dont on a besoin pour faire nos services. Quand vous dites avant et pendant, vous voulez dire avant et pendant la crise? Non, je veux dire de tout le temps. On a eu toujours des problèmes de carburant pour faire nos services. Est-ce que ça vous empêchait d'effectuer vos missions? Ça ne nous empêchait pas, mais ça demandait beaucoup d'efforts aux gendarmes de Côte d'Ivoire, qui étaient obligés eux-mêmes d'acheter du carburant, d'acheter des motocyclettes avec lesquelles ils allaient effectuer des services de l'État de Côte d'Ivoire. Et pour qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est que ça était de tout temps, ça, pas seulement pendant la crise. Exactement, de tout temps. À leur âge, ça peut se vérifier. Ils sont sur le terrain, quelquefois sur des mobylettes qui sont eux-mêmes achetées. Quand vous dites leur H, c'est-à-dire, vous voulez dire aujourd'hui même, ça se vérifie aussi, c'est ça? Affirmatif.
D'accord. Alors, vous nous avez dit aussi qu'en matière d'armement, vous étiez sous-équipé. Vous vous souvenez? Oui, Alors, première question. Est-ce que ça veut dire que les gendarmes ne disposaient pas chacun d'un pistolet? négatif, jamais. Votre réponse, c'est qu'ils ne disposaient pas de pistolet, c'est ça? Il y avait quelques armes, des pistolets MAB 15. Il y en avait peut-être 2 ou 3 par brigade, pour 20 à 25 ou 50 personnes. D'accord, c'est très clair. Donc, 2 pistolets pour une brigade entière qui fait entre 25 et 50 personnes. C'est ce que vous nous dites, hein? Affirmatif. D'accord. Et pour ces 2 pistolets, il y avait des munitions? Oui, il y avait des munitions. D'accord. Est-ce que les brigades ou d'autres unités de gendarmerie disposaient de Kalachnikov, par exemple, ou d'armes un peu plus lourdes que des simples pistolets? Les escadrons de gendarmerie avaient des calaches, mais toujours en nombre insuffisant. Par exemple, donnez-nous un exemple. Tel escadron avait à peu près combien de Kalachnikov? Je n'ai pas l'état du matériel sous les yeux. On peut compter 10, 15 par escadron. Au 100 à un peu plus de personnes. D'accord. Donc, les unités d'intervention, ce que vous nous dites, hein, j'essaie de bien comprendre. Les unités d'intervention, elles, contrairement aux brigades, disposaient de Kalachnikov, mais très peu, puisque vous nous dites, que vous avez dit combien? 15, je crois? 10, 15. 10, Tout 15. aux réserves, 10, 15, parce que je ne comptais pas au quotidien. D'accord, 10, 15, bien sûr. 10, 15, pour un escadron entier qui a fait à peu près entre 100 et 150 personnes, c'est ça? Affirmatif. Il y avait des munitions pour ces Kalachnikov? Affirmatif, il y avait des munitions. Please pause. Don't forget. Le président, n'oubliez pas de ménager une pause. Je m'adresse à vous également, monsieur le témoin. Marquez une pause avant de répondre à la question du Conseil de défense. Merci. Alors, vous nous avez dit, et je vais vous citer, depuis 2002, nos casernes ont été attaquées par la rébellion et les armes et les véhicules ont été emportés. Vous vous souvenez? Affirmatif. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Je m'excuse d'interrompre mon confrère. Pouvons-nous avoir la référence? Oui, je vous en prie. Peut-être qu'on peut en faire partie de la pratique pour qu'on ne se lève pas à chaque fois, juste avoir la référence de la citation. Merci. On peut naturellement, je vous la donne avec grand plaisir. Maybe I am. Le président, peut-être devrais-je répéter ce que j'ai déjà dit. Vous n'êtes pas censé poser de questions si le témoin confirme ce qu'il a déjà tenu comme propos. S'il a déjà dit quelque chose, il va le confirmer. Sinon, posez la question, ne lui demandez pas est-ce que vous confirmez ce que vous avez déjà dit hier. Vous l'avez fait à 3-4 reprises déjà. Je vous remercie. Vous avez raison, mais là, vous voyez, ma question était, en fait, pouvez-vous nous donner un exemple? Si je ne dis pas de quoi il s'agit, il est difficile de lui demander un exemple sans qu'il sache à quoi je fais référence. Vous voyez le problème?
No, but before asking him the example, Le président, oui, mais avant de lui demander de donner un exemple, vous lui avez demandé est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous avez déjà dit. Après quoi, vous avez dit donnez-moi un exemple. Au lieu tout simplement de lui dire vous avez dit ceci, pouvez-vous nous donner un exemple, sans lui demander s'il confirme ses propos. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et pour ce qui concerne la demande, c'est page 71 des transcrits français, ligne 5-6, page 71 des transcrits du 10 mars 2017, ligne 5 à 6. Et je vais répéter ce que vous avez dit, mais je ne vais pas vous demander de confirmer. Alors, vous avez dit, depuis 2002, nos casernes ont été attaquées par la rébellion et les armes et les véhicules ont été emportés. Fin de citation. J'attends un peu, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'attends les traducteurs. Alors, pouvez-vous, donc c'était très clair ce que vous disiez, mais pouvez-vous nous donner des exemples de casernes attaquées depuis 2002 par la rébellion, notamment, et en particulier de casernes d'où armes et véhicules auraient été emportés? Toutes les unités de gendarmerie situées dans la zone nord du pays, qui était la porte d'entrée de la rébellion, toutes ces unités-là ont été attaquées et les casernes ont été détruites. Le matériel de communication et les armes ont été emportés. Mais je n'étais pas encore commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ce matériel de communication qui a été emporté par les rebelles, est-ce qu'il a été, à votre connaissance, utilisé par les rebelles ensuite? Non, je ne saurais le dire. D'accord. Et vous avez dit, à l'instant, le nord du pays était la porte d'entrée de la rébellion. D'où venaient ces rebelles? Cela a été dit clairement, ils venaient du Burkina Faso. Qui les commandait? Jusqu'aux accords, on n'avait pas le visage des gens qui commandaient la rébellion. Et après les accords? Après les accords, il y avait un secrétaire général qui était l'actuel président, M. Soro Guillaume, et un chef militaire qui s'appelle le général Bakayoko Soumaïla. Et donc, après les accords, on ne parlait plus de rébellion, on parlait de forces nouvelles qui avaient une branche politique et une branche militaire. D'accord. Est-ce que vous avez fait des demandes auprès de votre ministère pour obtenir des véhicules et des armes pendant toute cette période où vous étiez responsable de la gendarmerie nationale? Affirmatif, mais étant sous embargo, on n'a pas pu avoir d'armes. Au moment des élections présidentielles, la situation en matière d'équipement et d'armes était-elle meilleure que les années précédentes ou le sous-équipement que vous dénonciez à l'instant était-il le même? Ou peut-être pire d'ailleurs? Je dirais pire, puisqu'on n'a pas eu de nouveaux équipements. Alors, nous venons de parler des armes, d'accord? Je voudrais maintenant que nous parlions de matériel de maintien de l'ordre. Alors,
Vous nous avez dit avoir reçu du matériel de maintien de l'ordre, c'est-à-dire des boucliers et des bâtons de protection. C'était quand? Vous vous souvenez? C'est le ministère, je n'ai pas les dates, qui nous a fait fournir ce matériel de maintien de l'ordre, les boucliers et les bâtons. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez bien, ou plutôt vous remontrer un document qui vous avait été montré une première fois par le représentant de l'accusation. Alors, le numéro est CIV OTP 0044 0101. Is it a public document? La greffière d'audience, est-ce qu'il s'agit d'un document public? Confidentiel, me dit-on. Vous le voyez? Oui. D'accord. Vous souvenez qu'il y a eu une discussion à propos de ce document avec le représentant de l'accusation, mais je ne veux pas revenir sur cette discussion. Ce que je voudrais savoir, pour qu'on comprenne, parce que nous ne sommes pas des spécialistes, c'est ce dont on parle ici. On parle de 3 caisses de grenades lacrymogènes irritantes. C'est quoi des grenades lacrymogènes irritantes? Le produit que ces grenades dégagent provoque des éternuements ou des irritations des yeux. D'accord. Ensuite, il est mentionné une caisse de grenades à fusil GM2L. Ces grenades à fusil, ce sont des grenades lacrymogènes? Exactement. Donc c'est un autre type de grenade lacrymogène, c'est ça? C'est cela. D'accord. Et ensuite, il est mentionné un tromblon. C'est quoi un tromblon? C'est un dispositif qu'on met sur le canon de l'arme pour y poser la grenade afin de la balancer sur les manifestants.